Et à 20h, parce qu'avec les emplois du temps des uns et des autres, c'était un peu plus facile de la décaler à 20h. Donc si vous voulez bien, je vais faire appel. Donc Marc Benatru, Régine Broisa a donné procuration à Marc Benatru, Stéphane Capouret, Daniel Cheminel, Isabelle Delage, présente. Magali Delmont, François Douaret a donné procuration, Béatrice Durpère, Éric Fressinet, Dany Frison, Jacqueline Charboulet, Josiane Jorin, Présente. Damien Gineste, présent. Émilie Levieux, Laurence Minot, Christine Matra est malade, elle a donné procuration à Yves Roubier, Camille Montagnin, Claire Neury, Nathalie Peller, Philippe Pierre a donné procuration à Madame Neury. Donc il l'a fait. Bon, ben, absent. Franck Pourra, présent. Michel Roblin, Yves Rouvière, Marie-Josée Lebira, Bernard Vernet, Fabrice Vidal et Olivier Zanca donné procuration à Damien Gineste. Donc désignation dans le secrétaire de séance, Camille, c'est bon. Donc avant de commencer, je vous propose de rajouter un point à l'ordre du jour, si vous le voulez bien. Ce point concerne l'adoption, le vote et l'adoption d'un vœu de soutien à l'Ukraine et à son peuple. Donc je vais vous le lire après. Alors, est-ce qu'il y a des contre le rajout de ce point? Donc tout le monde est d'accord? Très bien. Donc il n'y a pas d'information des décisions primaires, mais dans les informations données par le maire, donc on va commencer par l'Ukraine et par ce point. Donc écoutez, on est tous concernés par cette guerre qui se passe à nos portes, où des populations civiles sont victimes des obus d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu. Une guerre qui a déjà fait beaucoup trop de victimes civiles et militaires, et j'écoutais juste avant de venir, c'est encore en train de s'amplifier. Donc les Ukrainiens, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de notre aide. Sachez qu'à Saint-Jean-de-Bournay, on a des Ukrainiens. Il y en avait une qui devait venir ce soir, elle avait ses 2 enfants, elle ne savait pas, finalement elle n'a pas pu venir. Avec Camille, on en a marié une il n'y a pas si longtemps que ça. Donc on a des gens qui sont ukrainiens à Saint-Jean et qui sont implantés depuis longtemps. Les enfants sont dans les écoles, ils font du sport dans les associations. Voilà. Donc on peut aussi saluer le courage de ce peuple ukrainien qui défend avec bravoure son pays, sa patrie. Voilà. Donc demain, les 54 maires de Bièvre-Isère vont se réunir pour organiser et coordonner l'aide à l'Ukraine, parce que cette aide, il faut la coordonner, il faut l'organiser. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens s'enflamment, ils nous demandent alors qu'est-ce que vous faites et tout, mais on doit s'organiser, se structurer, parce que autrement, on va pas du tout être efficace. Et comme dit Magali Delmont, elle m'a dit que les besoins, ils risquent d'évoluer en fonction du conflit. Les besoins d'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas ceux dans une semaine ou dans 2 semaines, ou ainsi de suite. Donc voilà. Donc si vous le voulez bien, je vais vous lire ce vœu de soutien, et vous vous exprimerez, et vous vous direz si vous êtes d'accord pour le voter et pour le signer. Et ensuite, Nathalie, on l'envoie à qui ce vœu de soutien? Et on fait comme une délibération. Très bien. Voilà, c'est vraiment un engagement plutôt sur nos valeurs d'humanisme. Voilà. Donc je vous le lis. La commune de Saint-Jean-de-Bournay, ses élus, ses habitants sont sensibles à la situation tragique et au drame humain vécu par la population ukrainienne. Cette guerre est une atteinte aux valeurs si chères à notre pays: liberté, égalité et fraternité, devise de notre République. Ces mots ne doivent pas être seulement des termes de langage apposés sur nos édifices. Ils doivent prendre tout leur sens à travers ce que nous voyons aujourd'hui à nos portes. En soutien aux populations civiles victimes d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu, et aux familles qui voient leur vie basculer sur les routes de l'exode. En accord avec nos valeurs républicaines et à notre attachement à la démocratie, nous décidons de faire preuve de solidarité. Nous, élus de la commune de Saint-Jean, nous nous engageons à mettre en œuvre, en relation avec les services de l'État, de la région, du département et de la communauté de communes coordinatrices, les mesures qui pourront être utiles à la solidarité et au soutien du peuple ukrainien, en termes de collecte, de dons et d'aide aux familles. Nous mettrons à disponibilité, le cas échéant,
nos logements communaux vacants pour accueillir des familles réfugiées venant d'Ukraine. Nous sommes fiers de cette unité européenne qui prend la mesure de la gravité de ce conflit en venant en aide aux populations en détresse. Est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer? Très bien. Donc ce vœu de soutien, il sera à la signature de chacun. Magali, Ah, Magali. Oui, très bien. Enfin, voilà, moi je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Mais avant de voter, je voulais dire, tu sais, par rapport à l'accueil des Ukrainiens, il faut penser pas uniquement à l'accueil, on va dire, en termes d'habitat et de logement, mais aussi de ce que l'on pourra leur apporter, parce que si effectivement, ce que je ne souhaite pas, bien évidemment, mais si l'exode nécessite de les accueillir sur du long terme, il faudra effectivement prévoir aussi toute la mesure et les enjeux pour eux en termes de ressources pour leur famille et pour eux-mêmes. Donc penser aussi peut-être à réfléchir avec notre commune, avec nos commerçants, avec peut-être certains entrepreneurs, de savoir effectivement quelles seront les possibilités de les accueillir et de leur aussi donner la possibilité de participer à la vie de la commune afin qu'ils puissent vivre correctement, bien évidemment. Donc voilà, ça je pense. Et je voulais savoir combien de logements? Il n'y a que 2 logements. D'accord. Ok. Sachant que les communes ont très peu de logements. Saint-Jean, on a la chance, on en a 2 dans le musée. Les autres communes, ils en ont pas. Est-ce qu'il peut y avoir un appel aussi à la solidarité de la commune sur des places en famille? Alors, ça sera coordonné par les services de l'État. Merci. Ça sera coordonné. Oui, ça viendra dans un second temps, parce que comme tu le dis, ça risque vraiment d'être sur du long terme. Alors les familles qui accueilleraient des réfugiés, il faut bien qu'elles se mettent dans la tête que ça serait pour longtemps. Et voilà. Donc nous, les logements, bon, ils sont disponibles et vacants. Bon, il y a un petit peu de rafraîchissement à faire, mais on peut les conserver autant de temps qu'il faudra. Donc oui, dans un second temps, tout dépend du flux. C'est pas impossible que l'État appelle les citoyens, hein, tout simplement. Aujourd'hui, on ne sait pas. Alors, il y a quelques années, il y avait eu un peu la même chose avec des réfugiés syriens, irakiens ou afghans. C'était plus compliqué parce que Saint-Jean-de-Bornay, on n'a pas de mobilité, c'est très compliqué pour se déplacer après. Et il n'y avait pas de communauté de ces peuples-là. Des Ukrainiens à Saint-Jean, je vous l'ai dit, il y en a quelques-uns, donc c'est un peu plus facile quand même. Donc voilà pour cette proposition, hein, sachant que ça ne va pas être si simple que ça, mais on ne peut pas se regarder et attendre que ça se passe. Hein. Je comprends que ça touche tout le monde. Hein. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour ce vœu de soutien? Alors, qui est d'accord? Moi, si je peux me permettre aussi, vous avez raison, si on reçoit les gens à long terme, c'est aussi pour avoir toute la logistique au niveau des écoles, déjà, aussi, hein, pour savoir combien de personnes on peut accueillir. Voilà. Et puis, les gens qui ont des grandes maisons qui sont vides, on peut aussi lancer un appel de ce côté-là. Très bien. Je vous fais passer le vœu de soutien. Je vous remercie. Donc, alors dans les informations, les autres sont un peu moins tristes. Hein. L'information sur la vidéoprotection, donc la vidéoprotection est installée, on est en train de faire les réglages des caméras. Donc aujourd'hui, l'hypercentre, toutes les écoles et les zones d'activité sont sous vidéoprotection.
Et nous avons reçu les subventions de la région à hauteur, Nathalie, aussi. On a reçu 50 000 plus de la première tranche. Voilà. Donc c'est plutôt bien hein, parce que c'est bien subventionné. Donc moi je félicite les services pour la qualité des dossiers de subvention qui sont déposés. Parce que c'est quand on va avoir des subventions, on va vraiment faire des dossiers très bien finis. Et je remercie les collectivités, régions, États, départements, interco pour les aides financières qui nous attribuent. Et ces aides financières nous permettent d'investir et d'éviter de recourir à l'emprunt ou à l'augmentation des impôts. La deuxième chose, c'est au niveau du patrimoine. Vous savez qu'il y avait eu, il y a quelques années, l'achat de la tour Lesdiguières. On a acheté la Madone. Alors Camille, est-ce que tu as des photos? Donc l'architecte spécialisé des bâtiments historiques est en train de faire un diagnostic. Alors pour la tour Lesdiguières, voilà. Donc les études des archéologues du département font apparaître que Saint-Jean-de-Bornay, en fait c'était un site médiéval très important. Et c'est un très gros château fort. On ne sait pas, on croit que c'était un tout petit truc, mais en fait pas du tout. Un très gros château fort avec une cour haute sur le site du château et une cour basse qui était plutôt la rue Ferrachette. Donc ils nous ont fait voir déjà les premiers résultats de l'étude, c'est très intéressant. Par contre, la sécurisation de la tour Lesdiguières, c'est donc 6 mètres. Elle nous a dit dans 20 ans, il n'y a plus rien. Donc elle nous a expliqué comment ils vont faire. Ils recèlent tout à la chaux. Alors, ils vont commencer par les pierres du haut avec une nacelle, ils vont les bloquer, et ensuite ils vont échafauder et récupérer toutes les pierres qui sont éboulées, ils vont tout reboucher les trous. Et puis voilà, la tour sera sécurisée. Le deuxième élément du patrimoine, c'est la Madone. Alors, là, regardez la photo de gauche, là. La Madone, c'est un peu plus important que prévu, puisque le socle en béton, il est abîmé. Et donc, la statue, il faut la descendre pour refaire le socle, parce qu'elle bouge un peu, et bon, avec le temps, elle risquerait de tomber. Donc il va falloir certainement la descendre pour la peindre et reprendre la maçonnerie. Donc voilà un peu le même problème que la tour, c'est des vieux bâtiments, des vieux éléments du patrimoine, et donc il faut s'y mettre. Donc Michel, sur la Madone, il n'y a pas d'autre solution que de la descendre. Enfin, je ne sais pas, la descente c'est une solution intéressante, c'est sûr. Et puis ce qui est surtout, c'est la partie du socle en fonte qui est dégradé, qui est rouillé en fonte et en acier. Et donc ça, c'est ça qui fait craindre en cas de fort coup de vent, avec le temps que c'est qu'elle puisse tomber. Donc c'est pas vraiment ce qu'il a recherché, quoi. Donc voilà. Donc la dernière information, c'est l'herbe lavage agricole. Donc ça, c'est quelque chose qui date un petit peu. Donc il y avait un projet de construction d'herbe lavage collectif de pulvérisateurs agricoles sur la commune de Saint-Jean. Donc il y aura 2 bails à construction entre la commune de Saint-Jean et Bévrisères et une convention tripartite entre la commune de Saint-Jean, l'association d'agriculteurs utilisatrices et Bévrisères. Donc ça, c'était depuis le 1er janvier 2018. Bévrisères est gestionnaire des captages prioritaires du Ciran et du Carlos à Saint-Jean. Et en continuité, la ville de Saint-Jean et le syndicat intercommunal des eaux de la région saint-jeanaise avaient engagé des actions de protection. Les anciens gestionnaires avaient initié un projet d'herbe de lavage collectif phytosanitaire et déposé une demande de subvention auprès de la région en 2016 sur la base d'un montant provisionnel d'environ 200 000 €. Cette demande a reçu une réponse favorable début 2019 à hauteur de 80% des dépenses éligibles. Une association d'agriculteurs, dite des 4 sapins, avait été créée en préalable d'une parcelle ciblée. Une convention pour le démarrage du projet a été signée entre l'association et Bévrisères, puis un maître d'œuvre a été recruté en septembre 2019. Donc la consultation de travaux a démarré le 14 janvier 2022 pour une attribution prévue le 29 mars 2022. Donc voilà pour les informations. Donc la première délibération concerne l'enfant-jeunesse. Je vais laisser la parole à Claire. Bonsoir à tous. Alors, délibération 2022-08, primarisation, direction unique de l'école maternelle et de l'école élémentaire. Le maire expose que la commune, à la
la charge de la construction, de l'entretien et du fonctionnement des écoles publiques. Le maire a sollicité l'Éducation nationale pour une demande de primarisation dans le but de renforcer la cohérence pédagogique et administrative en dotant le nouveau groupe scolaire ainsi créé d'une direction unique de la petite section à la maternelle jusqu'au CM2. L'inspectrice académique a répondu à la demande par une proposition de fusion dans les mesures de carte scolaire. Elle permet d'obtenir une décharge administrative hebdomadaire et totale. Elle facilite les relations organisationnelles avec la mairie. Il est important aussi de souligner que les locaux actuels conviennent à l'exercice d'une école primarisée. Elle permet aussi d'équilibrer les effectifs sur un groupe scolaire. Une telle décision ne peut être prise qu'en étroite concertation entre l'inspecteur d'académie et le conseil municipal qui doit l'acter par délibération. Ainsi, dans le contexte de baisse continue des effectifs scolaires, la primarisation apportera un gage de souplesse sur la répartition des effectifs au sein du groupe scolaire. Vu l'article L. 2121-30 du Code général des collectivités territoriales, vu l'intérêt de la primarisation, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à approuver le principe de primarisation de l'école maternelle et de l'école élémentaire et autoriser le maire à accomplir les démarches auprès de l'Éducation nationale. Alors, je vais juste développer rapidement pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc, le choix de la direction unique, il est lié au regroupement de toutes les classes dans un seul établissement, avec un seul nom pour toute l'école, avec plusieurs avantages. Déjà pour la commune, l'avantage d'avoir un seul interlocuteur et donc un seul référent qui va gérer un seul budget. Donc ça simplifierait beaucoup les choses. Ça permettrait aussi une meilleure cohésion entre la maternelle et l'élémentaire. Ça permettrait également une décharge totale pour la directrice qui sera en titre de ce poste et donc qui serait plus disponible avec les familles. Cela permettrait aussi une meilleure liaison entre la grande section et CP avec la possibilité de faire éventuellement une classe grande section CP, soit pour alléger la maternelle, soit pour l'élémentaire. Donc ça permettrait une certaine souplesse en termes de gestion des classes. Et enfin, ça permettrait également de mettre en route plus facilement des projets qui intègrent l'ensemble du pôle scolaire, comme les photos de fratrie, etc. etc. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques. Je vais peut-être laisser ensuite la parole à Franck. Oui. Oui, c'était ce qui avait été prévu dans l'optique justement de la dénomination du groupe scolaire. C'est ça. Dès le départ, on était parti sur la dénomination groupe scolaire pour bien préciser qu'il s'agissait d'un ensemble maternel et primaire, au lieu d'avoir deux directions. Et voilà, c'est pour ça qu'on avait bien donné ce nom, groupe scolaire Joannès-Lacroix. Oui, tout à fait. Il se trouve qu'apparemment, ce serait plus simple pour le courrier parce qu'il y a des erreurs en fait, d'attribution dans le courrier entre la maternelle et bien sûr, tout à fait. Et c'est vrai que ça peut aussi permettre un suivi pédagogique plus personnalisé depuis l'entrée en maternelle jusqu'à la sortie de l'élémentaire, avec un suivi des familles plus simple. Non, ce serait une décharge complète, voilà, avec la possibilité d'une aide administrative rémunérée par l'État. Donc elle pourrait avoir un soutien à ce niveau-là, au niveau du secrétariat. Nous, quand il y a des problématiques comme le Covid, qu'on a eu, il y a des jours, la caisse n'avait pas de décharge. C'est compliqué, quand on a une décharge. Là, elle aurait une décharge. Et c'est beaucoup plus facile pour les services municipaux pour travailler avec l'école. Et elle prendrait en charge toutes les classes. Donc je ne sais pas, Marc qui était aux affaires scolaires, je ne sais pas comment... Oui, vous imaginez, oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que ça facilitera beaucoup les choses. Hein. Et puis, comme j'ai l'habitude d'avoir ma franchise, je vais continuer dans cette voie-là. Ça permettra peut-être aussi, à l'avenir, peut-être un meilleur dialogue avec les familles et peut-être un certain nombre de retours d'élèves au sein de ce groupe scolaire qui le mérite bien.
Voilà ce que je voulais dire. Autrement, je suis bien d'accord avec Claire, je ne vais pas rajouter, alourdir les débats, mais je suis tout à fait d'accord. De toute façon, on avait déjà au départ dit que ce sera un groupe scolaire, donc ça voulait dire ce que ça voulait dire. À un moment, on a joué un petit peu là, parce que les choses ne sont pas faciles. Je ne pense pas qu'on m'en dirait le contraire. Donc je pense que les rapports entre l'école et la mairie devraient être bien plus sains. Voilà. Comment ça se passe, la directrice, donc c'est l'académie qui va nommer une des deux Oui, c'est l'académie qui nomme le directeur ou la directrice. Donc là-dessus, nous, on n'intervient pas. Ensuite, je crois que dans l'éducation nationale, c'est des systèmes de points. Enfin, je ne sais pas du tout, il y en a qui sont prioritaires sur d'autres, et celui qui perd son poste est prioritaire pour un autre. Hein. C'est un truc. C'est la plus ancienne. D'accord, voilà. Donc, Oui, juste pour revenir là-dessus, c'est effectivement la directrice qui a le plus de points dans le cadre de son ancienneté, en fait, hein, qui garde le poste. Donc là, en l'occurrence, la directrice de l'élémentaire. À savoir que la directrice de la maternelle, elle, aura un gain de points supplémentaires pour pouvoir demander un autre poste si elle souhaite changer d'école. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, si vous voulez bien, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc, la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Les délibérations suivantes, développement urbain et gestion foncière. Michel? Délibération 2022-09. Ravalement de façade soumis à déclaration préalable sur le territoire communal. La déclaration préalable est un document administratif qui donne les moyens de vérifier qu'un projet de construction respecte bien les règles d'urbanisme en vigueur. Elle a été créée afin de permettre une simplification de la procédure des permis de construire. Lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire en application des articles R 421-14 à R 421-16, les travaux de ravalement doivent être précédés d'une déclaration préalable dès lors qu'ils sont effectués sur toute partie d'une construction existante située dans une commune ou à permettre d'une commune où le conseil municipal a décidé de soumettre par délibération motivée les travaux de ravalement à autorisation. La commune de Saint-Jean-de-Bournay, soucieuse de pouvoir harmoniser son territoire et d'assurer un accompagnement auprès des pétitionnaires, décide, conformément à l'article R 421-17-1 du Code de l'urbanisme, de délibérer pour soumettre le périmètre communal à déclaration préalable pour ce qui concerne les ravalements de façade. Monsieur le maire propose au conseil municipal de soumettre les ravalements de façade à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, est invité à décider de soumettre les ravalements de façade à déclaration préalable sur l'ensemble du territoire communal. Des questions? Alors en fait, j'aurais aimé savoir actuellement qu'est-ce qui motive la décision de mettre cette délibération au voie et savoir aussi aujourd'hui quelle est la réglementation appliquée. Alors c'est une très bonne question. Ce qui motive la délibération, c'est qu'elle n'a pas été prise lors de l'élaboration du dernier PLUI. Et pour compléter, c'est qu'aujourd'hui on applique la demande de déclaration préalable pour les ravalements de façade, parce que ça se pratique de partout. Et donc il y a eu un trou dans la raquette, comme ça arrive, c'est pas, voilà, ça arrive à tout le monde. Du coup, ben, on a comment dire, on a vu qu'il y avait un manque, donc on le complète. En fait, ça se résume à ça. Par contre, du coup, qu'est-ce qu'il va y avoir comme critère supplémentaire? Qu'est-ce qui va être défini en fait? Aucun que celui qui était défini dans le PLUI. C'est ça. C'est que en fait la déclaration préalable, c'est que le cadre de transition administratif. Mais on applique les règles du PLUI. Oui.
Non, mais je sais ce que c'est une déclaration préalable. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. On va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je crois que la prochaine, c'est un peu pareil. Délibération 2022-10, soumettant les clôtures à la procédure de déclaration préalable. C'est quelque chose qui est très cousin de ce qu'on vient de voir. Le décret numéro 2014-253 du 27 février 2014 définit de nouvelles règles applicables au régime des autorisations d'urbanisme. À ce titre, il laisse le champ libre aux collectivités de contrôler ou non un certain nombre d'accès en matière d'urbanisme. L'article R 421-12, petit d du Code de l'urbanisme permet de soumettre à la procédure de déclaration préalable l'installation des clôtures sur le territoire de la commune pour s'assurer du respect des règles fixées par le document d'urbanisme de la commune afin d'éviter la multiplication de projets non conformes et le développement de procédures d'infraction aux règles du PLUI. Vu le Code de l'urbanisme et notamment son article R 421-12 petit d, après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à instaurer la déclaration préalable pour l'installation d'une clôture sur le territoire communal. Alors, juste une petite... comment dire, ce n'est pas parce que ce n'était pas délibéré que ça s'appliquait pas, puisque le règlement du PLU l'obligeait. Simplement, là, ça permet de contrôler les demandes, d'avoir un recueil d'éléments. Mais ça, voilà, c'était pas tellement pénalisant que la délibération n'existe pas. Comment? La réglementation, elle existait déjà en matière du PLU. C'est ça. Sauf que en fait, c'est pour un contrôle supplémentaire ça. pour toutes les demandes passant les risques. C'est ça, c'est ça. Et c'est pour, du coup, on informe, ça permet d'informer le citoyen qu'il y a des règles, et notamment sur les murs, sur les hauteurs, alors que s'il n'y avait pas de demande, ben, chacun fait la hauteur qu'il veut, etc. Oui. C'est pour... Ah bah non, c'est contre. Oui, mais c'est... Moi, mais ça ne serait pas contrôlé par vous. Disons que si on ne sait pas que quelqu'un fait un mur, on ne peut pas le contrôler à hauteur. Et du coup, s'il fait un mur de 2 mètres, alors que c'est limité à 1,80 m, ben, il fait un mur de 2 mètres. Sauf si on s'en aperçoit ou si quelqu'un le dénonce, on va dire. Oui, c'est ça que je veux dire. En fait, le fait de faire une demande, eh ben, il prend connaissance de la réglementation. C'est ça. Oui, enfin, oui. Oui, enfin, oui. On va dire d'une façon globale, oui. Oui, tout ce qui est modifié, oui. Et est-ce que c'est pas un petit peu chargé les gens qui vont vouloir améliorer leur chez eux quand même? Je sais pas, pour ceux qui ont un grillage, je pense à ça, parce qu'il y en a qui... Voilà. Oui, basiquement, il y a des demandes qui se justifient sans problème. Voilà, donc vous dites un mur de 3 mètres, j'entends. C'est ça. Après, il y a la question de couleur. Enfin, on va peut-être pas... Ah ben si, c'est le moment d'en parler. Oui, si vous voulez. Alors, il y a des questions de couleur. Après, si vous voulez, si quelqu'un met... Je sais pas, hein, il y a des couleurs qui sont reconnues comme étant celles qui conviennent. Il y a un panel de couleurs. Si quelqu'un met, je sais pas, 1 km de grillage violet, donc c'est pas, s'il ne demande pas, vous voyez, c'est pour ça. Je pensais que c'était dur pour les gens. Si c'est par exemple sur les 4 côtés, il y a seulement un côté qui veut le refaire, donc ils sont obligés de refaire tous les papiers pour refaire un côté. A priori, oui. C'est pour. A priori, Il fait un peu oui. les choses quand même, malgré tout. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des procédures insurmontables. Hein. Parce que Non, mais c'est une procédure de plus. Voilà. Oui, certes. Mais pour une clôture, et on ne demande pas 12 plans non plus, quoi, vous voyez. C'est quand même simplifié. Et puis on aide beaucoup les gens, hein, quand ils viennent nous voir, on leur mâche un peu le travail pour pas que ça devienne décourageant. Je pense qu'il s'agit uniquement des clôtures qui ont une façade sur la voirie. Non. Même, Tout. Bien sûr. Oui, mais entre particuliers. Bien sûr, entre particuliers aussi. Bien sûr, la réglementation est comme ça, hein, c'est limité. La hauteur des clôtures est limitée, point. C'est le principe de clôture. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ces murs de clôture? Donc on va passer au vote si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? 2 abstentions. Donc la délibération suivante, Annie, tu veux la faire?
Bonsoir. Délibération 2022-11, acquisition de la parcelle ZA 52. Dans le cadre de la constitution de sa réserve foncière, la municipalité souhaite acquérir la parcelle cadastrée section ZA sous le numéro 52, située au lieu-dit Les Embouffus à Saint-Jean-de-Bournay pour la somme de 22 000 €. Cette parcelle appartient au consort Moutelet, donc voir le plan de situation. Vu l'article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, qui permet aux communes d'acquérir à l'amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier, étant entendu que l'avis du service des domaines n'est pas nécessaire. Vu l'autorisation des propriétaires en date du 16 octobre 2021, après avoir délibéré, le conseil municipal est invité à autoriser monsieur le maire à acquérir pour le compte de la commune la parcelle ZA 52 au prix de 22 000 €. Autoriser monsieur le maire à signer tout document relatif à ce sujet. Les frais de notaire et d'acquisition sont à la charge de la commune. Donc pour la commune, pour la commune, c'est toujours important et intéressant de reconstituer des réserves foncières, hein, et de saisir les opportunités, puisque on vient de vendre un peu de notre réserve foncière Intermarché. Hein. Il y a un agriculteur qui veut faire un projet sur une parcelle communale où on va peut-être lui vendre. Donc là, on reconstituerait à peu près en superficie l'équivalent. Donc, et il peut y avoir à un moment donné cette municipalité ou la suivante ou encore celle d'après qui un jour fasse un projet où il faille mettre des mesures compensatoires, c'est-à-dire rendre des terrains à la nature, et ça pourrait en faire partie. Donc voilà un peu la démarche, pourquoi les communes ont fait ça. C'est quelque chose qui est courant. Donc est-ce qu'il y a des questions sur cette acquisition de terrain de réserve foncière? Oui, moi j'ai une question, on ne connaît pas la surface. Alors je crois que c'est 2,89 hectares. Parce que c'est pas marqué. Ouais, c'est pas marqué, mais je vais les voir tout à l'heure. 2,89 hectares. Ouais. Ça doit correspondre à peu près à ce qu'on a cédé. Il faut savoir que c'est une parcelle qui est en zone inondable. Oui. Voilà, donc au niveau du prix, je pense que... C'est les domaines qui l'ont fixé. Ah oui, vous avez demandé au domaine? Non, vous n'avez pas demandé au domaine? Voilà. Pour les domaines, aujourd'hui, il n'y a plus d'obligation, parce que le seuil aujourd'hui, c'est 180 000 € pour de l'achat. Le seuil a bien été relevé ces dernières années. Nathalie? Le prix, il a été défini de quelle manière? C'est la proposition du vendeur qui nous a proposé ce prix, à ce prix-là. Donc nous, ça fait à peu près, ça va faire combien, 80 centimes, Michel? Oui, c'est moins d'1 euro. Moins d'1 euro, oui. Après, il y a une jolie parcelle, et l'emplacement est intéressant parce que c'est le long de la rivière. On peut faire un espace un peu aménagé, et un parcours pour les enfants au bord de la rivière. Donc, voilà. Comment? Oui, c'est ça, parce que la fête de la pêche, elle est là. Imaginez un privé l'achète, et on ne peut plus organiser la fête de la pêche à Saint-Jean. C'est vraiment leur site aux pêcheurs là-bas, hein. C'est leur parking, c'est tout. C'est pour ça que l'emplacement était intéressant. Donc voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors oui, est-ce que vous savez tous où il est ce terrain? Non, je pense que personne. Il est en dessous alors. De toute façon, en plus, ce sont les pêcheurs qui entretiennent. Voilà. C'est vrai. Il est en partie cultivé. Il est en partie cultivé, oui, c'est vrai. Il y a une parcelle. Donc c'est Chaulier, non, qui cultive là-dessous, non? Non, ça doit être un agriculteur de Power, il me semble. Ouais. Bon, voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Oh, pardon. 4 abstentions. Donc la délibération est adoptée, je vous en remercie. Monsieur Schminel, Daniel, tu t'abstiens? Non. Donc 4 abstentions, c'est bien ça. Non. Oui. Très bien. Donc la délibération suivante, convention de servitude avec Enedis, Michel. Eh bien,
délibération 2022-12, convention de servitude entre Enedis et la commune pour le passage de ligne électrique. Vu les articles L2121-29, L2121-1 à L2121-23, R2121-9 et R2121-10 du Code général des collectivités territoriales, le maire présente au conseil municipal des travaux à réaliser par Enedis concernant le passage de ligne électrique câble souterrain sous le chemin rural situé au droit de la voie communale numéro 6, chemin de Mons à Saint-Jean-de-Bonnay. Ces travaux sont effectués dans le cadre d'un raccordement électrique d'une antenne téléphonique. Il y a lieu de signer une convention de servitude entre Enedis et la commune qui est annexée à la présente délibération. Cette convention concerne la parcelle communale cadastrée section AP sous le numéro 376 et a pour objet de consentir des droits de servitude aux distributeurs. Ces droits consentis sont les suivants. Établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large une canalisation souterraine sur une longueur totale d'environ 3 mètres ainsi que ses accessoires. Établir si besoin des bornes de repérage sans coffret. Effectuer l'élagage, l'enlèvement, l'abattage ou le dessouchage de toutes les plantations, branches ou arbres qui se trouvent à proximité de l'emplacement des ouvrages, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement, chute ou croissance occasionner des dommages aux ouvrages, étant précisé qu'Enedis pourra confier ses travaux au propriétaire si ce dernier le demande et s'engage à respecter la réglementation en vigueur, notamment le décret 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages de distribution. Utiliser les ouvrages désignés ci-dessus et réaliser toutes les opérations nécessaires pour les besoins du service public de la distribution d'électricité. Par voie de conséquence, Enedis pourra faire pénétrer sur la propriété ses agents ou ceux des entrepreneurs dûment accrédités par lui en vue de la construction, la surveillance, l'entretien, la réparation, le remplacement et la rénovation des ouvrages ainsi établis. Le propriétaire sera préalablement averti des interventions, sauf en cas d'urgence. La présente convention est conclue à titre gratuit. Le conseil municipal est donc invité à délibérer pour autoriser le maire à engager les démarches auprès d'Enedis pour la constitution de ces servitudes concernant la parcelle communale cadastrée, section AP sur le numéro 376, conformément à la convention annexée à la présente délibération, et prendre acte de la délibération de cette convention de servitude entre Enedis et la commune de Saint-Jean-de-Bonnay. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non, pas d'observation, donc on va passer au vote si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée, je vous en remercie. Donc la délibération suivante concerne les affaires sociales, donc Christine, voilà, je vais la lire. Convention entre le préfet de l'Isère et les services utilisateurs du système national d'enregistrement des demandes du logement social. Monsieur le maire annonce au conseil municipal que depuis 2015, les demandes de logement social en Isère sont enregistrées dans le système national d'enregistrement, le SNE. Les services utilisateurs du SNE sont principalement les communes, les intercommunalités, les bailleurs sociaux, ainsi que de manière générale, les autres réservataires de logements sociaux, tels que définis dans les actions R441-2-1, R441-2-6 du Code de la construction et de l'habitation. Chaque service utilisateur du SNE doit au préalable avoir signé une convention avec le préfet de l'Isère, rappelle les droits et obligations de chacun. Les conventions signées depuis 2015 doivent aujourd'hui être renouvelées afin que la commune puisse continuer à avoir accès au SNE en enregistrement. Monsieur le maire donne lecture de la convention présentée ce jour et souligne que celle-ci acte que la commune de Saint-Jean-de-Bonnay réalisera l'enregistrement dans le SNE des démarches de logement social déposées sur sa commune. Il explique que cette convention sera co-signée par les communautés conformément aux exigences du préfet, puisque cette convention se doit d'être en accord avec l'organisation intercommunale relative à l'accueil des demandeurs de logement social. Il demande ensuite au conseil municipal de se prononcer sur l'adoption de cette convention. Et après en avoir délibéré, le conseil municipal est invité à adopter la convention entre le préfet de l'Isère et les services utilisateurs du SNE et autoriser, bien sûr, monsieur le maire, à signer cette convention. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur cette convention? C'est quelque chose de très classique. Des observations?
Donc nous allons passer au vote si vous voulez bien. Est-ce qu'il y a des contre, des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous en remercie. Donc la dernière délibération, c'est des finances. C'est une demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les travaux d'aménagement de la Libération, l'avenue de la Libération, qui était un projet majeur et qui caractéristique un projet communal. Un axe qui est à l'entrée sud de la ville et qui se doit de transmettre aux volontés principales en termes d'aménagement urbain. Une avenue qui se doit de faciliter les moyens de transport doux, donc tout ce qui est cycle et piétons. Aussi, on parle de végétalisation par une trame verte et bleue permettant la réduction de l'îlot de chaleur urbain causé par l'artificialisation des sols, mais aussi la réduction de l'insécurité en requalifiant les abords de la chaussée pour les plus fragiles et les personnes à mobilité réduite, puisque vous savez bien que l'avenue de la Libération, c'est une partie de motocross pour les personnes âgées. Donc la sécurité de la voirie est primordiale, d'autant plus si la ville se lance dans la labellisation ville prudente. Ça, c'est un projet sur lequel on pourrait aller, puisque en aménageant la ville avec des modes doux, on pourrait avoir un label qui est ville prudent. Voilà. Par ailleurs, l'avenue de la Libération gardera sa fonction de transport et d'accessibilité, tout en y intégrant un penchant favorable à l'insertion des modes doux. Cela dans le but d'une harmonisation territoriale au sein de la commune, de favoriser la desserte des accès piétons, des cyclistes, se rendant sur le site du collège Fernand Brouillet et sur les équipements sportifs. Le tout de façon autonome et sans émission de CO2. De plus, on a à proximité des jardins partagés que la ville met à disposition de la population et qui incitera à la création de liens sociaux. La présence de la biodiversité est également indissociable pour un projet de ce type. Donc, le plan de financement prévisionnel, vous l'avez sous les yeux. Vous avez une partie ingénierie et travaux et une partie subvention de la région qui sont le DECIL, le CRTE et l'autofinancement. Donc, il vous est proposé d'autoriser le maire à réaliser les travaux indiqués ci-dessus, approuver le plan de financement prévisionnel, autoriser M. le maire à déposer sa demande de subvention correspondante auprès de la région Rhône-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, et autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à ce sujet et impliquer les dépenses correspondantes et lancer la consultation de travaux si rapportants. Donc l'avenue de la Libération, c'est un projet très structurant, un projet important qui va quand même relativement améliorer le cadre de la ville et les déplacements, surtout pour les jeunes enfants qui vont au collège et tous ceux qui vont sur les équipements sportifs. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Nathalie? Juste, je voulais savoir au niveau de la subvention région, si on sait sur quelle année on pense avoir les budgets, parce que 2022 est déjà pas mal commencé, pour savoir. Alors là, c'est une demande de subvention, on n'est déjà pas sûr d'avoir ce montant-là. Pour l'instant, on parle de 70 000 €, donc c'est pour ça qu'on a demandé plus. C'est encore une nébuleuse, puisque ça fait partie de l'ancien cas contrat ambition région. Il y a une reprogrammation d'une contractualisation qui se nommera autrement, je ne sais plus exactement le nom, mais ça financera des gros projets qui sont liés à l'environnement, qui sont liés à des projets aujourd'hui qui ont un peu le vent en poupe, mais surtout pas de la voirie. Alors c'est pour ça qu'aujourd'hui vous lisez dans cette subvention beaucoup de choses sur la biodiversité, sur l'environnement, puisque c'est des choses qui sont aujourd'hui subventionnées par l'État et les institutions. Oui, sachant que dans le cadre du CRTE, on en a déjà parlé, il faut un peu peindre tous les projets en vert, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en mairie de Saint-Jean-de-Gournay, on a une technicienne environnement, justement, pour tous les projets. On y reviendra sur le rapport d'orientation budgétaire, on fera un zoom là-dessus. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment insisté sur la biodiversité, sur les espaces verts, les îlots de fraîcheur, les modes doux. Voilà. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Marc? C'est pas tellement une question, mais c'est un complément. Est-ce que quand on parle de l'avenue de la Libération, on comprend le parking de la piscine? Oui, alors,
Parce que c'est important, parce que c'est Oui, vrai que ce oui, serait oui, tout à oui. retravailler en bas là. Oui, bien sûr. Comme c'est Tu as l'entrée. tout à fait raison. Alors, dans l'étude globale qu'on a demandé, on a demandé le chemin des rameaux, on a demandé le parking de la piscine et l'impasse des épicéas. C'est global, hein, bien sûr. Parce qu'on ne peut pas faire que l'avenue. Non, c'est pour ça, parce Bien sûr. Hein. En bas, En bas, ça pose un véritable problème, c'est pour ça. Donc, ce serait dommage de. Voilà. Oui, Donc, oui. il y a besoin d'un réaménagement. C'est aussi pour ça que le prix est un peu plus élevé, parce qu'on Bien sûr. a tout pris. Parce que chemin des rameaux, il y a des réseaux qui doivent être refaits, donc il faut en profiter. Dans le cadre de l'assainissement, de toute façon, il n'était pas fait le chemin des rameaux, pas plus que l'avenue de la Libération. Et après, il restera encore la montée de l'hôtel de ville et toute la rue Pasteur. Donc là, les Brisères, ils vont y mettre pas mal de sous sur les réseaux. Là. Ben oui. Parce que là, elle est longue, l'avenue de la Libération. Ouais. Donc, Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette avenue de la Libération? Donc écoutez, on va passer au vote. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc la délibération est adoptée. Je vous en remercie. On va passer au cas de consistance de rapport d'orientation budgétaire. Alors ça, c'est un rapport, il n'y a pas de vote. On peut échanger si vous voulez. Donc, on va commencer par la situation économique française. Donc, la crise sanitaire a quasiment doublé le déficit budgétaire de l'État en 2020. Il s'établit aujourd'hui à 178 milliards d'euros, contre 70 milliards d'euros en 2018, et 93 en 2019. Cette crise impactera durablement les finances publiques avec un déficit qui devrait atteindre 11,3% du PIB en 2020 et 8,5% en 2021, tandis que l'endettement public français franchit un cap atteignant 122,4% du PIB en 2021. Il représente quasi le double de la dette en 2000. Il est à noter l'impact du Covid-19. Les nouveaux mandats municipaux ont démarré dans des conditions particulièrement difficiles. Dans un contexte de pandémie, toutes les organisations sont bouleversées et les budgets impactés. Depuis, cette crise sanitaire inédite génère une absence de lisibilité dans les temps, dans les changements sont profonds. Il faut nuancer, parce qu'on a fait le rapport la semaine dernière, et il n'y avait pas la guerre en Ukraine. Donc, dites-vous bien que ça aussi, ça risque d'impacter les choses et les budgets, puisque l'électricité, le gaz, les carburants, tout risque d'avoir un impact. Et on ne sait pas l'effet domino où il s'arrête. Voilà. Donc, pour les collectivités, l'État a fait un plan de relance, et les collectivités sont appelées à s'investir dans ce plan de relance, notamment sur les mesures liées à la transition écologique. C'est ce qu'on a évoqué sur l'avenue de la Libération. Donc le plan de relance du gouvernement pour l'économie s'élève à plus de 100 milliards d'euros sur 2 ans, financé à 40% par l'Union européenne. Il comprend trois priorités: la transition énergétique, la compétitivité et la cohésion sociale et territoriale. Donc la commune aujourd'hui s'inscrit dans ce dispositif, pourtant encore flou, puisqu'il est demandé aux équipes municipales d'inscrire des budgets à maturité lorsqu'il n'y a aucune certitude d'obtenir des financements. Par ailleurs, les négociations sont établies par les EPCI, donc c'est les comités de communes qui gèrent la négociation, c'est ça, ouais, qui présentent les projets à retenir pour les communes. Pour le CRTE 2022, la collectivité a retenu l'avenue de la Libération comme priorité. Donc la loi de finances
2022 verra ainsi s'appliquer la deuxième phase de la suppression progressive de la taxe d'habitation sur la résidence principale pour les 20% des foyers qui la paient encore. Cette suppression de cette taxe d'habitation, donc elle est compensée pour l'instant par l'attribution du foncier bâti du département, mais il y a une photo qui a été prise à un instant T et il n'y a pas d'évolution, donc ça fiche les choses quand même. Ouais. En 2017, c'était. Ah ouais. Ouais. Donc, voilà. Nous, au niveau Saint-Jean, les principales mesures qu'on avait décidées pour maintenir l'économie locale, on avait permis aux restaurateurs de bénéficier des terrasses sur le domaine public. Alors, on l'avait fait gratuitement pendant le Covid, et puis depuis quelque temps, on a permis, ils sont mis en règle, hein, donc ils payent leur occupation du domaine public avec un tarif qui est relativement bas, mais on a permis l'autorisation et l'agrandissement des terrasses pour dynamiser le commerce de proximité. On maintient également des subventions aux associations, donc toujours avec le même niveau, parce que ça permet d'animer le village et par synergie de créer une attractivité de la commune. On essaye aussi de faire de Saint-Jean-de-Bournay un relais d'accueil pour les structures. Donc vous avez vu qu'à l'école Jules Verne, on a accueilli pas mal de structures. On essaye aussi, on développe une maison de santé, on essaye de créer des services dans le centre-ville pour dynamiser l'économie locale. Et il y a aussi un dispositif qui a été mis en place par Bièvre-Isère, c'est des chèques PIAPI, et la commune en avait acheté, puisque quand on fait des manifestations, les prix ils sont donnés en chèques PIAPI, et c'est un soutien aux commerçants. Donc, un petit zoom juste sur les dépenses. Donc vous voyez que le plus gros des dépenses, c'est le bleu, c'est les charges de personnel. Donc ça représente 50% de nos budgets. Sur nos recettes, vous voyez que les plus grosses recettes sont, c'est les impôts, c'est 66%. Sur le résultat de l'exercice 2021 en fonctionnement, donc il est excédentaire, puisqu'on a dépensé 3 153 000 euros et on a eu en recette 4 289 000 euros, donc soit un excédent de 1 136 000 euros en 2021. Donc plutôt un bon résultat. Et si on compare par rapport aux années précédentes, on reste à peu près sur la même marge. Et sur le comparatif par rapport à des communes de la même strate. Vous voyez que Saint-Jean-de-Bournay, en dépenses d'investissement par habitant, on dépense 289 euros et une commune de la même strate dépense 389 euros. C'est trop, Camille. Et en dépenses de fonctionnement, donc c'est plutôt ce qui est le courant, les services à la population, une commune de notre strate dépense 781 euros par habitant, et nous, pour l'instant, on dépense 578 euros. Voilà. Nos dépenses de personnel, elles augmentent un peu sur les services techniques, puisque on fait de plus en plus de travaux en régie. Vous avez vu qu'on a un maçon. On a plus de dépenses de personnel, mais on a moins de frais liés pour des travaux qui demandent une certaine technicité. Sur l'administratif, on a augmenté aussi un peu, puisque, comme je vous l'ai dit, on a recruté un technicien environnement, et aussi on a également titularisé Margot, qui est à la communication. Sur la police municipale, ça a évolué, mais le policier municipal qui est arrivé, il est financé par les communes, donc on a un produit d'à peu près 40 000 euros qui est versé par les communes, donc il finance le poste. L'enfance jeunesse,
Ça évolue un peu parce qu'on a l'ANSH du mercredi, donc c'est un service nouveau, mais qui est pareil, où il y a une contribution de l'Interco et une participation des gens qui mettent leurs enfants à service. Donc les dépenses au personnel, hein, donc l'infrastructurel, c'est, comme je viens de vous le dire, hein, la police municipale, la communication, le technicien, développement durable, l'enfance jeunesse, le pôle technique, les mesures en faveur de la formation du personnel, parce qu'il faut faire beaucoup de formation, et des mesures sociales pour le personnel, puisque on essaye de faire d'attirer des gens chez nous en ayant un accompagnement social. Donc c'est un peu des cadeaux en chèque VIP à la fin de l'année. On va réfléchir aussi aux tickets restaurants, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui les ont, et quand chaque fois qu'on veut recruter, eh ben, on a du mal, parce que les gens, ils ont mieux dans d'autres collectivités, et on a un personnel qui est vieillissant, et il va falloir à un moment donné se pencher sur la question pour retrouver des talents, parce qu'on a la chance quand même dans la commune, dans nos services, d'avoir vraiment des gens d'une grande valeur, mais à un moment donné, ben, ils ne seront plus là, parce qu'ils vont partir, il faudra bien les remplacer. Et il y a aussi également le problème, c'est que les collectivités comme les entreprises, il y a une pénurie de main-d'œuvre, on a beaucoup de mal à recruter. Alors, il y a eu d'autres choses aussi. Alors ça, c'est des décrets qui ont été faits par l'État, hein, c'est ça, Nathalie, hein. Donc, il y a eu le relèvement du SMIC horaire. Il y a eu un autre décret qui fixe le minimum de traitement à l'indice 343. Donc ça a impacté aussi des choses, et ça s'est passé au 1er janvier 2022. Ça a dû être voté le 22 décembre, et il y en a eu d'autres. Il y a aussi eu un autre décret le 24 décembre, alors là, qui modifie l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, et qui porte une attribution et une bonification d'ancienneté exceptionnelle. Et il y en a encore eu un autre, le 24 décembre, qui modifie les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C. Donc ça, c'est tous les décrets électoraux. Donc, et il y a eu encore aussi la prime de précarité et un décret le 1er décembre 2021 qui est relatif aux modalités de versement de la prime d'inflation. Donc ça fait beaucoup de choses. Et donc, pour vous dire que en 2014, on était à 1 923 000 € de charges de personnel. En 2021, on est à 1 556 000, donc beaucoup moins, mais on va remonter puisque tous ces impacts vont faire qu'on va avoir des charges de personnel en plus. Donc, alors, c'est comme ça, hein, il y a une prévision qui est comme ça. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même un delta sur notre section de fonctionnement qui nous permet d'éponger ça, sachant que de toute façon, on est obligé de fournir un service public à la hauteur d'une ville de 5 000 habitants. Et vous avez vu que les villes d'une strate similaire à la nôtre, elles dépensent beaucoup plus par habitant. Donc la fiscalité. Donc, pour Saint-Jean, le taux de fiscalité, il est de 38,06 pour la taxe foncière bâtie et 49,92 pour le foncier non bâti. Là-dedans, il y a la part du département qui a été reversée. Donc la vraie part, elle est autour de, je crois que c'est 22, quelque chose comme ça. Hein. Donc il n'y a pas de hausse de fiscalité qui est prévue en 2022. On y viendra lors du vote du budget, puisque vous avez vu qu'on s'en sort plutôt pas trop mal. Donc le budget d'investissement, vous verrez que 88% du budget d'investissement, il est lié à tous les travaux d'équipement qui vont être prévus en 2022. Ok. Ça correspond pas. Donc,
postes du programme d'investissement, c'est la vidéoprotection, c'est le groupe scolaire où on est en train de finir les derniers travaux et les derniers paiements, l'aménagement de ponts perdus avec le giratoire, les cheminements doux et la gare routière, sachant que tout ça, ça va tout être remboursé en partie par Intermarché à la fin des travaux. Donc ça reviendra en recette en 2024. Il y a l'aménagement de l'avenue de la Libération, l'aménagement du giratoire d'Escale, puisqu'ici le département en 80%, il nous reste quand même l'avenue de la rue Pasteur à faire. Voilà. Donc, il y a également une partie en recette de prévue sur les produits de cession, puisqu'on va vendre le terrain à Intermarché. On a des subventions, on a le FCTVA du groupe scolaire qui va tomber, à peu près 400 000 €. Donc, on a un budget prudent, donc un compte administratif qui permet de dégager de la conception de fonctionnement 1 136 000 €, cumulé avec un résultat antérieur qui était déjà excédentaire, donc on est à 1 433 000 €. Mais il faudra quand même faire attention parce que toutes les augmentations qui arrivent, il faudra quand même y faire attention. Et on peut aussi peut-être se poser des questions sur les aides de l'État parce que l'État quand même a beaucoup investi pendant la crise Covid. Bon, c'est pas grave, je vais continuer sans truc. Donc sur 2022, on prévoit un budget de fonctionnement de l'ordre de 4 260 000 € et un budget d'investissement de 5 588 000 €. Les grands axes, ce sera renforcer l'attractivité et le rayonnement de la ville, améliorer le cadre de vie et la sécurité, garantir la tranquillité des citoyens, mettre en œuvre un projet éducatif au service de la réussite et du bien-être des enfants, s'inscrire dans la transition écologique et élaborer un projet d'administration. Donc, dans les thèmes, sur la communication, on a un site internet et un panneau lumineux qui vont être mis en place. Le système de jet, de gestion, vous avez vu le panneau interactif qui est dans la mairie, a été mis en place. Le développement d'une politique de santé avec la finalisation du cabinet médical et la réflexion cette fois du premier étage, puisqu'il y a un spécialiste qui nous a contactés pour venir s'installer. Après les 2 médecins, il y a un spécialiste qui veut venir. La valorisation du patrimoine culturel, mais je vous en ai parlé, la Madone et la Tour. Le développement urbain. Donc ça, on en avait parlé au conseil municipal précédent. On va engager une étude urbaine, bon, c'est quelque chose qui ne coûte pas très cher, mais oui, parce qu'il faut vraiment réfléchir sur les orientations et le développement structuré de la ville, puisqu'il y a quand même pas mal d'OAP et de terrains constructifs. L'embellissement de la commune, donc le cimetière, il y a une tranche qui va être refaite en 2022, des mobiliers urbains qui vont être mis en place. Des aménagements divers, donc ça c'est M. Roulin qui est en train de travailler sur la sécurisation de quartiers où il y a des problèmes de vitesse, des problèmes de sécurité pour les piétons ou pour les cycles. La libération, on en a parlé. Le secteur camp perdu qui va connaître une mutation profonde avec la délocalisation d'Intermarché, un nouveau rond-point, un cheminement piéton et une voie pour les bus. Le rond-point de l'Escale qui va être fait en partenariat avec le département, la police pluricommunale qui est en place, la vidéoprotection, il y aura une deuxième tranche qui sera faite. Donc on va finaliser les travaux du groupe scolaire. On peut envisager la création d'un site ISTAD, parce que ça c'est une demande, les familles et les enfants l'ont vraiment réclamé. Les tableaux numériques dans les écoles,
développer l'attractivité de l'ASH du mercredi. Ça, c'est des projets avec les éducateurs hein, pour les enfants, pour rendre ce service attractif. La réflexion des terrains de boules, donc ça c'est vu avec le président de la société de boules et il y a un club de pétanque qui veut se monter, donc ils veulent qu'on leur remette en état le jeu de pétanque qui est devant le boulot. Il y a aussi une offre culturelle à développer avec des projets culturels qui vont aboutir. Une administration tournée vers l'avenir avec la mise en place de nouvelles procédures et de nouveaux moyens. Donc ça, c'est tout ce qui concerne les services de la mairie, la restructuration des services, la préservation de l'environnement avec un plan sur le fleurissement, la gestion des ordures ménagères, on y viendra tout à l'heure, on en parlera un peu. Donc là, il y a un projet, donc sachant qu'on n'est pas, la compétence ne nous est pas attribuée, mais nous, en tant que commune, on doit quand même organiser les choses et l'éclairage public, puisqu'on continue des projets et des programmes sur l'éclairage public. Donc voilà à peu près toutes les orientations sur 2022 avant de passer au budget dans un prochain conseil municipal. Alors, est-ce que certains d'entre vous veulent s'exprimer ? Ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le rapport d'orientation budgétaire, c'est que les finances sont saines. Pendant 2 ans, il n'y a pas eu grand-chose de fait. Année d'élection, année de Covid, il n'y a pas eu beaucoup de travaux de fait. Donc il y a un fonds de roulement qui est là, qui va nous permettre d'engager des travaux importants. On va récupérer des subventions qui n'avaient pas été versées, la vente du terrain pour Intermarché et également des partenariats avec les collectivités, comme je vous l'ai dit en début de séance, qui nous permettent de faire des travaux, des équipements sur la ville, parce qu'il y a aussi toute la partie département, région et interco, qui eux aussi vont faire d'autres aménagements, le gymnase, la station, enfin, le système d'assainissement, la zone d'activité de Saint-Roger, du Plaine de la Barre. Donc toutes ces choses-là, c'est les collectivités qui les financent, mais elles profitent à Saint-Jean, et donc il y aura plus d'investissements grâce à leurs aides. Donc voilà un petit peu les orientations qui se dessinent sur 2022 et qui vont poursuivre sur 2023. Donc est-ce que vous avez des questions sur ces orientations ? Marc ? Allez, je vais faire un petit peu d'humour. Vas-y. Non, alors moi je me réjouis de la situation financière de la commune. À quelque part, je veux aucun débat. Bon, ça me fait quand même plaisir et je vois que vous avez quand même laissé une situation saine. Je tenais quand même à le redire. Mais plus que ça, et tant mieux pour la commune, ce qui est l'intérêt primordial, c'est les Saint-Jeanais. Je tenais quand même à appuyer un petit peu sur ce point-là. On vous a laissé une situation financière saine, malgré tout ce qu'il y a pu se dire à un certain moment. Après, je me réjouis d'un vrai partenariat avec l'intercommunalité, qui nous permet quand même de faire des travaux substantiels que si on était tout seul, il ne faudrait même pas y penser. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je vais t'as cité, je ne vais pas revenir sur ce que tu as dit, mais avec l'assainissement et le gymnase, sans parler des zones d'activité, c'est quand même un poids financier que si on n'avait pas l'intercommunalité, ce ne serait même pas la peine de faire des illusions. Voilà, après, on peut nous s'en réjouir, l'équipe précédente, puisque vous avez continué un certain nombre de travaux, et je vous en remercie. On voit que la vidéoprotection, ça continue, l'éclairage public, ça continue. Voilà, vous avez finalisé le groupe scolaire, c'est une bonne chose. Intermarché, qui n'est pas non plus la moindre des choses, où notre équipe a travaillé de nombreuses années dessus, ça n'a pas toujours été facile. On aboutit, c'est très bien, c'est très bien. Et encore une fois, c'est l'intérêt des Saint-Jeanais qui prime. Mais
Je voulais faire une petite piqûre de rappel. Oui, je te remercie. Effectivement, on marque notre situation à Saint-Jean-de-Bornel. Voilà, c'est une ville, ça fonctionne. Après, les municipalités précédentes ont fait des choses, hein, ils ont fait des projets, des programmes, des investissements, parfois des emprunts, mais c'était des gros programmes. Il y a eu la médiathèque, il y a eu la piscine, il y a eu le club à housse, il y a eu le groupe scolaire, où là, il a fallu recourir à l'emprunt. Aujourd'hui, ben, les équipements, ils sont présents, ils sont là, ils sont fonctionnels, on s'en sert. Et tous ces équipements, ben, ils renforcent l'attractivité de la ville. Après, aujourd'hui, ben, voilà, on rembourse des emprunts, donc nous, on fait attention ben, de ne pas en faire d'autres, mais pour l'instant, ce conseil municipal est raisonnable. On a un peu d'argent pour faire nos projets, on a des partenaires financiers, donc voilà, pour l'instant, on peut dire qu'on n'a pas à s'inquiéter. Voilà. Donc, et je vous remercie tous de votre engagement dans ces projets et de votre clairvoyance sur le futur, parce que quand on parle de projet, souvent on en parle ensemble, et je ne pense pas que ce conseil municipal ait la folie des grandeurs. Je pense que vous êtes un conseil municipal qui colle aux besoins de la population, que vous savez bien faire remonter les besoins de la population. Chaque fois que je parle avec l'un de vous, il fait remonter les besoins de la population, et après, dans cette assemblée, on essaye de mettre en place les programmes qui vont en face des besoins. Donc voilà, je vous en félicite, et effectivement, on a une situation qui est plutôt relativement correcte. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'exprimer? Jacqueline, non. Du moment que la population est satisfaite et que ça va dans le sens social, voilà, tout peut bien aller, parce que bon, il faut c'est sûr que maintenant on n'affranchit pas, on va pas faire des projets faramineux, donc voilà, ce que les gens veulent surtout, c'est de la sécurité, Du service. Ouais. social. Donc du moment qu'on leur apporte ça, je crois que ça ne manque pas. Voilà. Donc écoutez, moi je vous remercie pour votre travail depuis bientôt 2 ans, hein, c'est un plaisir. Moi je pense que les choses avancent, elles avancent à leur rythme, hein. Mais en tout cas le retour que j'ai, c'est que les Saint-Jeanais sont plutôt contents, ils sont contents d'avoir un conseil municipal sérieux et sur lequel ils peuvent compter. Donc j'ai assez parlé sur les orientations budgétaires. S'il n'y a pas de questions, il y a d'autres conseillers qui veulent s'exprimer. Je crois que Nathalie, qui nous parlera des poubelles là. Tu veux commencer, non? Je vais parler d'un autre chose. Vas-y. On n'a pas approuvé le PV de Jean-Loup en 2015. J'ai pas parlé du. On n'a pas approuvé le PV du conseil du mois de janvier en début de semaine. J'ai oublié. D'accord. C'est l'émotion. On va l'approuver. C'est en relisant que Ah oui, en plus, j'ai marqué une question, observation et vote. Alors, l'approbation du procès verbal de la séance du 27 janvier 2022. C'était le dernier conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur l'approbation de ce procès verbal? Des observations? Alors, on va le voter. Est-ce qu'il y a des contre? Des abstentions? Donc, il est adopté à l'unanimité. Merci, Nathalie. Ça aurait été ennuyeux d'avoir oublié. Il aurait fallu le revoter la prochaine fois. Ouais. On commence par quoi? Michel, peut-être, non? Je n'ai pas énormément de choses. Alors, 2 petites informations. Nous avons mis en route, il y a quelques mois, un des dossiers concernant les granges agricoles. On a énormément de granges agricoles sur la commune qui sont dans des lieux où l'activité agricole a été abandonnée. Et donc, on a monté un dossier pour que ces granges agricoles puissent être transformées en habitation, ce qui n'était pas le cas, et qui n'était toujours pas, enfin, qui n'était pas le cas jusqu'à peu. Ce sont des habitations, donc des granges en zone agricole. Donc, j'ai fait un recensement de toutes ces granges, il y en avait plus de 100 sur la commune. Je suis allé négocier le dossier avec Bièvre-Isère Communauté, qui s'occupe de ça, qui après fait nécessaire auprès de l'État. Et donc il y a 33 granges qui ont été retenues aujourd'hui comme étant
potentiellement transformables en habitation. Donc on en a informé des propriétaires. Et voilà. Donc ça c'est une chose. On a eu des retours bien entendu, les gens sont assez contents. Hein, parce que c'est des. Alors, ce que je voulais préciser, c'est que l'idée, ce sont des granges en pisé, donc qui ont un caractère patrimonial. Hein. Il ne s'agit pas de cabanes en tôle, comprenez bien ce que je veux dire. Hein. Donc voilà, c'est pour valoriser le patrimoine et pour éviter avec le temps qu'elles s'écroulent, quoi. Et puis du coup, ça valorise en même temps donc, les propriétés. Et puis la deuxième chose, on a eu cet après-midi une réunion sur l'étang de Montjoux, organisée par le département de l'Isère, qui a des projets d'aménagement de l'étang. Comment dire ça, résumer ça, je ne vais pas rentrer dans les détails. Hein. C'est très bien. Moi, personnellement, je trouve que c'est très bien les projets qu'ils ont. C'est de faire une boucle déjà de cheminement piéton qui fasse le tour de l'étang de Montjoux, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, enfin d'une manière satisfaisante. Il y aura des aménagements ludiques. En gros, il y aura des équipements qui seront faits pour que, notamment les enfants, mais pas que, puissent découvrir, comment dirais-je, par un jeu d'objets qui seront de découverte de la faune-flore, qui seront attractifs, qui inciteront le public à rechercher un petit peu quels sont les oiseaux qu'il y a là-bas, les poissons, les trucs comme ça. Voilà. Donc c'est un projet qui est quand même assez conséquent. Et donc il y a eu une réunion de concertation. Donc, ce projet, il est issu de démarches participatives. J'ai participé à plusieurs rencontres. Je trouve que c'est très très bien fait. Je trouve que c'est très très démocratique. On consulte les gens de toutes sortes, qui donnent leur avis, qui donnent des pistes, qui s'est regroupé, recueilli. Et donc le résultat est issu de ce que les gens veulent. Voilà. Donc c'est ce que je voulais souligner ici. Alors moi je vais vous parler un petit peu des affaires scolaires, un petit peu du village et pas mal des affaires culturelles. Donc sur les affaires scolaires, quelques petits points au niveau du calendrier. Donc lundi, il y a le conseil d'école de la maternelle et mardi celui de l'élémentaire. Donc lors du prochain conseil municipal, j'aurai un certain nombre d'éléments sans doute à apporter. Le 14 avril, il y a le parcours du cœur qui est organisé à la salle Claire de l'Âge par Pierre Lisère et qui s'adresse à des classes des écoles élémentaires publiques et privées. Pour l'instant, je ne sais pas quelles sont les classes qui y participent, mais voilà, c'est un parcours qui est centré autour de tout ce qui est effort physique, hein, si je ne me trompe pas, Yves. Si tu as d'autres éléments à ajouter. Je ne connais pas les classes qui sont inscrites, mais elles se sont inscrites. Elles se sont inscrites. Bon, très bien. Voilà. Il y a également le devoir de mémoire à Vassieux avec donc deux classes de CM2 le 24 mai qui se précisent. Donc avec les classes de M. Cochard et Madame Delcoustal. Voilà pour les affaires scolaires. Après, je ne sais pas si Annie, tu vas enchaîner sur le conseil municipal d'enfants ou si je continue sur le jumelage. Au conseil municipal d'enfants, il n'y a pas d'activité, si ce n'est que Nadia est absente. Donc Nadia est absente, donc on a assuré avec Bernard un premier conseil municipal et on en assure un autre la semaine prochaine. Donc là on est en train d'établir en fait deux commissions, une commission plus sur l'environnement, une commission plus sur les festivités, puisque les enfants sont une quinzaine, donc ça permet de faire deux groupes et de mener en même temps deux projets. Donc voilà, et puis on va solliciter les enfants donc, pour le 19 mars, la cérémonie du 19 mars, et puis pour l'occasion de rappeler aussi la journée de nettoyage et nettoyage, ramassage des déchets qui est prévu le 5 mars, ce samedi. Voilà, donc je te repasse la parole. Alors ensuite, concernant le jumelage, donc le 12 février, donc il y a une quinzaine de jours, donc on a Véronique Melletto, qui est professeure d'italien, qui s'est rendue dans la ville de Comiana pour rencontrer donc nos camarades donc italiens
Josiane et Christine. Voilà. Donc je crois que ça leur a fait très plaisir. Vous avez dû voir un article dans la presse à ce sujet. Et donc demain soir, à la salle des IF, il y a une réunion publique à 20h30. Donc afin de présenter un peu plus le projet dans le détail et puis également d'élire un nouveau bureau. Donc et ça ce moment d'échange se terminera par une petite collation italienne si possible. Donc c'est à 20h30, la salle des IF, demain. Donc nous donnons rendez-vous et nous espérons que vous serez nombreux. Ensuite, concernant les affaires culturelles, petit point sur l'Assemblée générale du comité des fêtes qui a eu lieu le 16 janvier. Il y a donc 7 entrants, ce qui est plutôt un bon signe de vitalité pour le comité des fêtes, et un site web à venir, ainsi que le vide-grenier le 19 mars et les 3 vendredis de l'été qui se profilent, entre autres animations prévues. Je viens aussi également sur l'expo du club photo au musée de Revon qui aura lieu les week-ends entre le 5 et le 13 mars. Voilà. Une expo peinture également au musée de Revon qui va s'enchaîner par le groupement des artistes Saint-Janet entre le 19 et le 27 mars. La fête de la musique semble se profiler sous de bonnes auspices avec Jaspire qui devrait reprendre le flambeau cette année. Et pour l'heure, donc, nous avons reporté le festival de la chanson française qui était initialement prévu en mai, puis ensuite on l'avait reporté en septembre, parce qu'il se trouve que Michel Monaco a déjà 2 concerts de prévus en mars et en mai entre Arthas et Pulin. Donc on s'est dit que ça allait peut-être faire beaucoup la même année et on voudrait être sûr d'avoir tous les fans inconditionnels au complet. Donc on étudie le projet pour 2023 plutôt, donc l'année prochaine. Sinon, donc pour terminer, j'ai assisté hier soir à la commission culture Bièvre-Isère. On était 26 en visio, ce qui est pas mal quand même en visio. Donc, quelques petites infos rapides. Donc, simplement pour vous dire qu'à Brézin, demain, mais nous, on sera bien pris demain soir, à Brézin, donc, il y a un spectacle décentralisé de la MC2, la Maison de la Culture de Grenoble, qui se déplace à Brézin. Les Arts Allumés, donc, c'est la 6e édition cette année, qui se déroulera du 22 avril au 7 mai. Avec du théâtre, de la danse, du cirque, des concerts, de l'humour, etc. Il faut savoir qu'il y a 19 représentations prévues avec 16 compagnies et certains spectacles sont gratuits, il y en a 8, donc j'en ai noté 2 qui n'étaient pas très loin de chez nous, le 22 et 23 avril, donc il y en a un à Beauvoir-de-Marc à 15h et un autre le 23 avril à Villeneuve-de-Marc, et là c'est sur la forêt de Bonnevaux. Voilà, donc il y a 12 communes qui sont couvertes par cette édition des Arts Allumés. Ensuite, j'ai Bièvre-Isère fait son cinéma. Vous en avez entendu parler sans doute, hein, c'est le cinéma de plein air qui se passe en été. Donc c'est la 3e édition cette année qui se déroulera du 7 juillet au 21 août avec 38 soirées de prévues. 36 séances de cinéma, un concert et un ciné-concert d'école de musique. Et puis une formule apparemment assez nouvelle qu'il voudrait développer, c'est un ciné-drive. Donc à l'aéroport, comme ça se faisait autrefois, paraît-il, dans les années 80, je crois. C'est-à-dire que les gens peuvent de leur voiture sur le parking voir des films, grand écran en extérieur, avec un parking qui pourrait contenir à peu près 200 voitures. Donc le concept est assez original, même s'il a déjà été éprouvé par le passé. Donc voilà. 38 communes sont là aussi concernées. Alors c'est vrai que nous, à Saint-Jean-de-Bornay, on privilégie quand même le cinéma local, notre cinéma, parce qu'il a besoin aussi de vivre. Et du coup, on n'est pas volontaire sur cette action pour pas les desservir. Mais voilà, il y a beaucoup de communes qui participent, donc 38 au total. Et je termine avec les Arts en Herbe. Donc là, c'est un autre festival Bièvre-Isère. Ce sera la 6e édition, la 14e édition qui se déroulera du 14 au 30 octobre. Donc là, je vois loin déjà un petit peu, avec 13 communes, 6 compagnies et 9 représentations. Donc
là, ce sera plutôt sur la partie du secteur qui englobe le Motier jusqu'à Brézin, en passant par la Frette, etc. Mais apparemment, l'année prochaine, nous serons dans le lot et on sera en première position l'année prochaine. Voilà, j'en ai terminé avec la culture. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Non, c'est pas une question, mais vous avez parlé tout à l'heure du parcours du cœur pour les écoles. Et on a parlé des écoles, on parle des écoles de Saint-Jean, mais il faut aussi bien le préciser, c'est une information pour l'Assemblée, c'est que ça réunit d'autres communes et que ça rassemble des fois entre 800 et 1000 gamins. Donc c'est important que ça se passe sur Saint-Jean, et c'est pour ça que je voulais le préciser. Merci, oui, pour cette précision. Merci. Et puis, comme vous avez votre acolyte qui va s'endormir, donc je vais le réveiller. Je vais simplement lui demander à Michel, non mais je te charrie, au rond-point du Baco, alors comme j'étais malade pour la dernière commission des travaux, j'ai vu 3 jolis piliers qui se montaient. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Oui. Alors je sais qu'on n'est pas très bon en ce moment au rugby à Saint-Jean, mais je pensais que c'était peut-être pour, comment dirais-je, améliorer l'entraînement. Donc, je sais pas. Oui, c'est ça. En fait, on va décentraliser le terrain de rugby, on va le mettre au milieu du giratoire, Voilà. parce qu'on pensait que ça se voit plus. Non, en fait, c'est dans le cadre, comment dire, on avait souhaité que le fleurissement soit augmenté, on va dire, sur la commune. Et on a eu plusieurs réunions avec les services pour leur manifester notre volonté de voir plus de fleurissement, au moins de revenir à ce qu'il était il y a... Je ne parle pas de jugement, hein, c'est juste un constat. Il faut vraiment, voilà, voilà. Et donc, du coup, ce que tu as vu, ça fait partie de cette amélioration. C'est-à-dire que, en fait, on a au service technique, notamment aux espaces verts, on a 2 jeunes, il y en a un qui est en formation et qui apprend des choses, hein, voilà. Et du coup, il était très motivé pour nous faire partager ce qu'il apprend et pour faire des créations un petit peu originales. Donc, ils ont présenté ça à une réunion à la mairie. Et donc, voilà, il va y avoir des aménagements. Comment dire, ça permettra à la fois de dynamiser le fleurissement et puis de motiver les agents. Voilà. C'est une initiative des agents. Enfin, nous, notre initiative, c'est de doper le fleurissement. Après, c'est à eux de transformer ça pratiquement sur le terrain. Donc, ils nous ont fait des propositions. On leur a dit, ben, allez-y, on va... Voilà, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'ils ont montré 3 piliers. Oui. D'accord. Oui, c'est ça, oui. C'est tout à fait ça. Ça te choque? Non, mais juste... Non, non, c'est vrai que ça peut être... Voilà. Monsieur Montagnal, est-ce que vous voulez intervenir? C'est vrai que ça fait un peu romain. Oui, ça fait romain. Alors, comment dire? Oui. Comment? C'est l'idée, voilà. Alors, après, en discutant, moi, comment dire? Je ne dis pas que je suis un accro de ça, mais je trouvais malvenu comment dirais-je, de couper l'élan à des jeunes qui avaient des idées. Après, on regardera ce que c'est. Bon, voilà. De toute façon, il y aura en plus, ça sera accompagné d'un fleurissement supplémentaire. Voilà. Il y a Nathalie qui veut nous parler des poubelles, peut-être du Téléthon. Il y a les remerciements du Téléthon. Tu ne voulais pas parler des poubelles? Alors, oui, je voulais revenir sur les poubelles. Du coup, je ne sais pas si c'est la commune, il y a des bacs communaux, il y a des bacs intercommunaux qui sont installés un peu partout dans Saint-Jean, dont 6 containers qui sont sur la petite place de Vival. Alors, bien sûr qu'il faut mettre des containers un petit peu de partout, il faut que les gens fassent des efforts d'en avoir devant leur fenêtre, pas de problème. 1 container, 2 containers, parfait. 6 containers. Plus personne ne peut accéder au trottoir. C'est à côté de la place handicapée. C'est sale. Les containers ne sont pas nettoyés. Je pense que les riverains, même s'ils sont très contents de les charger, ces containers, ça serait peut-être possible d'étudier, d'en mettre peut-être
2 ou 3 sur la place du PMU, un dans la rue des terreaux, d'essayer de les espacer un peu parce que là, ça va devenir compliqué quand les chaleurs vont arriver. Je vous parle pas des rats si jamais, parce que malgré tout, les gens, vous l'avez déjà évoqué ici, pour les points d'apport volontaire, ils les mettent souvent à côté des bacs parce que ça doit être plus facile. Donc du coup, les riverains commencent un petit peu à s'inquiéter et je pense que les répartir un petit peu plus sur les rues à côté, ce serait peut-être envisageable, quoi. Alors, ça, c'est parle de la place Paul Bignon. La place Paul Bignon, quand il y a eu le changement, là, cette réforme sur la C05, deux fois par semaine, c'était relevé plus qu'une fois par semaine. Donc, les poubelles se sont rapidement entassées. Donc, comme il y avait trop de poubelles, les gens ont demandé plus de containers. Et à un moment donné, il n'y a plus de place pour mettre tous les containers. Alors, je suis intervenu auprès de Bièvre-Isère et j'ai demandé à ce que la place Paul Bignon, elle soit collectée 2 fois par semaine. Donc, alors, maintenant qu'elle est collectée 2 fois par semaine, il y a trop de containers. Disons que les containers sont quand même bien remplis, même si c'est relevé 2 fois par semaine. Donc pourquoi pas mettre ces containers sur la place du PMU, dans la rue des terreaux? Il y a des gens qui commencent à sortir leur sac poubelle le dimanche soir dans la rue des terreaux. Après, au bout d'un moment, pourquoi les cibler tous au même endroit? Pourquoi pas les espacer un peu? C'était une demande des riverains. C'est eux qui nous ont demandé des containers. Et j'entends bien la demande des riverains. Maintenant, aujourd'hui, on peut entendre aussi qu'ils veulent changer et essayer de moduler les choses. Alors, on en a mis ailleurs. Camille s'en était occupée. Place de la Liberté. Ouais. Alors, sachant que, en fait, ce qui s'est passé place Paul Bignon, c'est qu'il y a plus de containers qu'avant. Et en fait, place Paul Bignon, il y a exactement la même collecte qu'avant. Donc il y a un problème là. Oui, et le problème, c'est que maintenant, les gens viennent s'arrêter en voiture et vident leurs poubelles. Et alors, je peux les comprendre. Après, moi j'habite dans le centre. Quand vous vivez en appartement, vos poubelles, elles sont dans votre logement. Elles ne sont pas ni dans une cour, ni dans un garage, elles sont avec vous, vos poubelles. Donc je comprends les gens. Oui, par contre, en effet, les gens vivent peut-être plus, mais il faut voir le manège qu'il y a. Après, les gens font sûrement comme ils peuvent, et on les répartirait peut-être un peu plus de partout. Il y aurait peut-être moins de soucis. Je vais te répondre. Place Paul Bignon, on met 15 containers, on en remplit 15. Hein. C'est une décharge après. Et bien après, il faut essayer d'en mettre 6 sur la place de la Liberté et pas 1. Non, mais du coup, Place Paul Bignon, on va en enlever et on va revenir à ce qui était avant. Ah bah je pense que déjà, c'est au moins divisé par 2, quoi. Bah, oui. Parce qu'en fait, on en a remis. Moi, je suis pour en mettre. Parce qu'on nous en a demandé, et au bout d'un moment, c'était plus gérable. Donc, je suis intervenu auprès de l'Interco, je leur ai demandé si vous ne pouvez pas relever 2 fois par semaine la place Paul Bignon, c'est en plein cœur de la ville. Donc, ils ont accepté, c'est récent, ça doit faire une quinzaine de jours qu'il est relevé 2 fois par semaine. Mais du coup, comme il y a beaucoup de containers, les gens envoient des containers, et hop là, et vous récupérez toutes les poubelles de documents. Et alors, j'ai une autre question, du coup. Comme là, ils repassent 2 fois par semaine, est-ce que les riverains ont été informés? Parce que le problème, c'est que je pense que non. Alors, si. Comment? Si, parce que ça a été à la demande des commerçants, l'association des commerçants qui nous l'a demandé en réunion des commerçants. Donc, quand les services de Bièvre-Isère sont venus, j'ai fait venir la représentante des commerçants, où ils ont accepté, et elle s'est engagée à communiquer aux commerçants qui avaient fait le demande. J'entends tout à fait pour les commerçants, et je les remercie de tout ce qu'ils font pour Saint-Jean, il n'y a pas de souci. Les commerçants, ce n'est pas tous les riverains de la rue de la République. Les poubelles ne sont pas remplies que par les commerçants. Alors, ces poubelles, c'est celles des commerçants qu'on a doublées. C'est un collecte. Ah non, mais alors là, il faut être réaliste. C'est pas les commerçants qui mettent dans les poubelles. Ça, c'est un leurre. Mais la collecte, elle est faite parce que c'est un gros U. C'est ce qu'on appelle des gros usagers. D'accord. C'est pour les commerçants. Ah bah parce que pour les usagers normaux, c'est une collecte par semaine. C'est ça. Voilà. Et c'est justement, on l'a demandé pour les commerçants 2 fois par semaine. Et ce qui se passe, c'est comme il restait beaucoup de containers, et bien tout le monde va vider sa poubelle là-bas. Voilà. Donc la solution, c'est enlever les containers. Non, mais sur le principe, on est d'accord qu'il faut en mettre, et je comprends très bien la demande qui avait été faite à un moment donné. Mais là, il faudrait voir quand même pour faire autre chose. Enfin, il y a un container, Camille, tu dis, sur la place de la Liberté. C'est peut-être un peu limite. On pourrait peut-être en mettre 2 ou 3 là-bas et 2 ou 3 vers la Fleuriste. Mais pas laisser toutes ces poubelles au même endroit. Ou alors, t'en enlèves et tu les mets pas ailleurs si vous voulez. Mais
Au bout d'un moment, il faut être équitable. Enfin, les trottoirs sont même plus accessibles. Oui, c'est ce que je t'ai dit, mais la demande, elle est venue des commerçants et qui ont voulu plus de containers parce qu'il n'y avait qu'une collecte sur 2. À un moment donné, ils m'ont demandé si on ne pouvait pas faire quelque chose. Les services sont venus, ils l'ont accordé, mais si tu veux, les containers sont restés. Alors qu'est-ce qu'on fait? C'est que tout le monde vient vider dans les containers. Et si on mettait 15 containers, on remplit 15 containers. Voilà. Non, mais maintenant, je suis d'accord, tu es intervenu et tu as fait ce qu'il fallait. Donc, il faut maintenant, oui, Marc. Je vais aller en complément de... Puisqu'on est sur les ordures ménagères, moi je pense savoir pourquoi. Quand il y a beaucoup de conteneurs comme ça, en fait, les gens, ils mettent tous à jour. Moi, je le vois avec les cities. Je suis juste en face. Quand ils sortent les cities, je vois des gens qui n'habitent pas aux cities et qui viennent porter des trucs dans les conteneurs. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme il y a eu, une banqueroute, on va appeler ça, de la Poste. Ah non, mais on en paye encore les pots cassés, il ne faut pas rêver. Les gens étaient habitués à un certain nombre, à une tournée, bon, centre-ville 2 fois, extérieur une fois, bon voilà, maintenant c'est une fois tous les 15 jours, c'est une fois par semaine dans le centre-ville. Mais comme les gens ont gardé les mêmes habitudes, et qu'ils ne savent pas quoi faire dans leurs ordures ménagères, et qu'ils ont, parce que moi je le vois, à côté de chez moi, il y en a qui sortent les poubelles encore pour le vendredi matin. Donc, alors qu'il n'y a plus de tournée. Donc il y a eu tellement un mauvais démarrage, qui n'est pas du tout de votre faute, et ni de la faute de l'Interco, mais on a pris un prestataire pour... qui n'a pas distribué le courrier. Qui n'a pas distribué le courrier, voilà le résultat. Et maintenant, les gens, voilà. Et puis il y a autre chose. C'est qu'en fait, les gens ont anticipé la suppression de la collecte en porte-à-porte et ils prennent l'habitude d'aller mettre leur sac au conteneur. Oui, mais justement, ils commencent non, parce qu'en fait, on s'habitue à les poser au conteneur, mais du coup, ça les remplit, quoi. Et comme on n'a pas déployé encore les colonnes, comment ça s'appelle, Michel, semi-enterrées, là. Ouais. Donc, elles vont être déployées en 2023 et 2024. Mais en fait, c'est que les gens, ils ont pris l'habitude d'aller poser au conteneur. Donc, si on met, c'est ce que je te dis, Nathalie, on met 15 conteneurs là-bas, tu remplis les 15 tous les jours. Quand ils vont mettre... Les journaux, le verre, ils emmènent leur poubelle, et comme il y a des conteneurs qui sont réservés à cet usage-là, ils le mettent au même moment. Donc, ça fait une accumulation. On voit bien comment c'est rempli sur la place du marché. Et puis, maintenant que j'y pense, parce que malheureusement, moi, je ne pourrais pas être là samedi, mais je m'en suis expliqué avec Yves, puisqu'on parle de poubelle et ça m'y fait penser, j'ai pas de conseil à vous donner, simplement un avis. Si vous pouvez envoyer des équipes sur le chemin du Reposu, ça serait pas mal, parce que en direction de la déchetterie, parce que c'est un scandale, les l'apport volontaire. Et je me permets de te le dire, parce que je sais que tu t'en occupes beaucoup, que tu es beaucoup intervenu. Alors, excusez-moi du peu, vous avez besoin d'aller chercher dans d'autres plans de la commune, vous pouvez partir avec vos sacs à 5 ou 6 et vous allez bien les remplir. Là-bas, c'est pénible. C'est le coin de pire. Alors, c'est pas nous qui l'avons en gestion, celui-là, mais c'est le coin de pire. Concernant la répartition des points d'apport volontaires et des lieux de ramassage d'ordures, nous sommes en train, avec notamment Yves Rouvière, nous sommes en train de travailler sur la localisation des points. Bièvre-Isère a défini sur notre commune 31 lieux où il pourrait y avoir, où il y a déjà aujourd'hui, il pourrait y avoir dans le futur des dépôts, enfin à la fois des PAV et des lieux pour déposer les ordures, avec à la clé les volumes semi-enterrés. Et donc, on est en train de réfléchir là-dessus. On a une réunion lundi avec les services, avec Gay notamment, là, pour examiner tout ça. À la suite de quoi, nous allons arrêter les lieux où il y aura des points. Il y a des lieux où il faudra acheter des terrains, parce que, évidemment, c'est sur toute la commune. Parce que pour aller plus ou moins dans le sens que disait Nathalie, c'est qu'on ne peut pas mettre des conteneurs tous les 2 mètres, c'est pas du tout le but. Le but, c'est de mettre des points bien répartis pour que la population puisse poser quand elle a posé d'une manière rationnelle, on va dire. Et donc, on est en train d'examiner ça, donc la ville, bien sûr, et puis les écarts,
Et donc, à l'issue de cet examen, il faudra qu'on achète peut-être bien des petites parcelles en bord de voirie, certains endroits où il n'y a rien, de Carlos, Mons, je ne sais où encore, et de manière à ce qu'on ait un canevas sur toute la commune des points d'apport volontaire et des lieux où il y aura des dépôts d'ordures ménagères. De toute façon, les personnes viennent au point d'apport volontaire parce que là, les pères et impairs, alors là, c'est la salade. Hein. Je peux te dire, ah bah, il passe quand c'était père, c'était impère. Donc personne ne sait, donc ils vont pour. Oui. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a eu un problème de distribution. Alors en même temps, oui, mais comme disait, je ne sais plus, Daniel ou Marc, c'est vrai qu'il y a des habitudes. Moi, je vois bien mes voisins, c'est moi qui ai mis dans les boîtes. Parce qu'il y a eu un changement. Nous, avant, c'était le vendredi, c'est passé le mardi. Et j'ai mis dans les boîtes, je suis sûr que c'est moi qui l'ai. Bon, voilà. Et bien, ils ont continué à mettre le vendredi. Puis, au bout d'un moment, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis allé les voir. Ils m'ont dit, bon, on n'a pas fait attention. J'ai dit, j'ai mis dans ta boîte. Bon, voilà, et c'est des habitudes. Voilà, ils ne savent jamais s'ils sont en père ou impère. Donc, fatalement, ils laissent passer le jour parce qu'ils ne se croient pas la bonne. Ben oui, mais quand on leur met un papier dedans où on dit maintenant c'est le mardi, ouais, c'est l'habitude, on comprend, il faut un petit temps d'adaptation. Ah, c'est la nature humaine. C'est pour ça que les gens, il y a une affluence au point parce qu'ils sortent de poubelle. Ouais. Moi, je trouve que la démarche globale est quand même pas mal, hein, les citoyens. Oui, bon. Enfin, pour avoir reçu un certain nombre d'appels, il n'y en a plus. On n'en a plus. Et à un moment donné, il y en avait 15 par jour. Donc il n'y en a plus. Et puis bon, moi je suis allé sur place avec les services de Bévisière prendre des photos, parce qu'après il y a les chauffeurs, hein, parce que il faut qu'on explique aux services, ils expliquent aux chauffeurs. Et les chauffeurs, il faut qu'ils intègrent tout le truc. Hein. On en fait une partie en régie et on en fait une partie avec service. Ouais, c'est pas pareil. Ouais, alors des fois l'info qu'on donne, avant qu'elle arrive à la bonne personne, il y a 2-3 semaines de loupé. Donc voilà. Mais bon, progressivement, ça s'améliore. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres qui veulent intervenir? On va peut-être clôturer sur les élections. Donc là, on va avoir encore 4 dimanches. Hein, vous êtes élus. Hein, c'est des dimanches de travail. Hein. Il faut parfois sacrifier un peu sa vie privée et sa vie familiale pour venir travailler pour la République, hein, pour les élections, pour la démocratie. Donc, vous serez contacté, on a une petite stagiaire qui s'occupe des élections, elle va vous téléphoner individuellement pour dire les tranches horaires. C'est déjà fait? Vous avez déjà eu les appels? D'accord. Bon ben voilà, donc c'était pour rien. Et puis il risque d'avoir dans votre entourage des gens qui seront consultés, parce qu'on a repris la liste de tous les scrutateurs historiques de la commune, et elle fait pareil, elle cherche les numéros et les appels pour le dépouillement. Oui, on a fait 3 créneaux, parce que c'était un peu... Le premier et le dernier, c'était fatigant quand même. Hein. Ça faisait des grosses journées. C'est quoi les créneaux? C'est quoi ces créneaux? Alors les créneaux, c'est 7h30, 11h30, 11h30, 15h30 et 15h30, 19h. Pourquoi beaucoup de créneaux? Parce que ça évite les erreurs. Sur les présidentielles, on a énormément de monde qui vote. Et c'est vrai que plus on fait de changements dans la journée, plus on a des possibilités d'erreur. Donc c'est pour ça qu'on a fait 3 créneaux. Après, pour ceux qui ont des difficultés sur les créneaux, ils disent la difficulté qu'ils rencontrent et on va s'adapter. Mais c'est vrai que c'est une logistique importante pour ces élections. Surtout que ça finit à 19h sur les présidentielles. Voilà. Il est 18h, donc ça rallonge. Voilà. Oui. Après, ils peuvent rentrer, on a prévu 11h30, 15h30 au créneau. Si vous voulez rentrer avant, Je sais que ce n'est pas à l'ordre du jour, mais moi je voudrais revenir sur la manifestation de fin août sur le concours d'élevage. Vous savez qu'on avait eu un débat, hein, c'est un débat qui a eu lieu en décembre, si je ne m'étonne pas, où on était un certain nombre à être intervenus pour s'expliquer comment se fait-il qu'il y avait le retrait
des représentants du comice sur le canton de Saint-Jean, si on peut encore appeler ça comme ça. Alors, il y a eu des réactions. Moi, j'ai échangé avec Mme Frison par mail. Moi, c'était simplement dans un seul but, toutes ces discussions qu'on a pu avoir, c'était de rassembler un maximum de personnes pour cette manifestation. C'est-à-dire que, voilà, moi aussi, je sais que tu les as reçus, si je ne me trompe pas, le 14 février. Non, parce que ce jour-là, j'avais le Covid. Ah d'accord. Bon, tu vois, chacun son tour pour le Covid. Et voilà, donc la rencontre est reportée. D'accord. Donc moi, ce que je voudrais dire ce soir, dans un but d'éclaircir les choses, c'est que cette manifestation rassemble le plus possible d'agriculteurs du pays saint-jeanais, hein, et qu'il n'y ait pas une coupure entre les éleveurs et nos agriculteurs. On a quand même 22 exploitations agricoles, sauf erreur de ma part. Et moi, c'est ça. Après, les histoires très... Non, mais ça fait réagir, et ça me fait réagir des agriculteurs. Ce que je peux comprendre. Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit moi personnellement, mais le seul but, c'est que cette fête, hein, tu m'as éclairci, il n'y a pas d'apport financier de la commune, hein, sinon des aides associatives, logistiques, tout ça, mais ça c'est normal. Il n'y a pas d'aide financière, ça je te posais la question, j'ai eu la réponse. Mais voilà, moi je veux que les choses soient bien claires entre nous, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de participants à cette manifestation. C'est une grosse manifestation. Tout le monde sait qu'il y a des problèmes financiers au niveau des éleveurs, hein, et que cette distension qu'il y a pu avoir avec nos agriculteurs repose surtout sur un problème financier. Hein, voilà. Donc je voulais que les choses soient bien claires. J'ai l'habitude de les mettre, voilà. Moi je suis comme ça. On se dit les choses en face. Et voilà. Personnellement, si je suis là, Yves m'a demandé, j'y participerai à ma hauteur, c'est-à-dire aussi bien pour les servir dans une buvette ou n'importe quoi. Mais ça, c'est pas la question. Mais c'est la question que ça puisse pas faire une coupure entre nos agriculteurs, parce que j'ai bien su qu'il y a eu quand même quelques organisations de réunions et que les gens qui étaient convoqués, qui sont quand même des agriculteurs importants chez nous, n'étaient pas spécialement présents à ces réunions. Voilà. Donc, voilà, je ne veux pas faire de polémique, c'est pas mon habitude, mais je voulais en reparler parce que ça me paraissait très important. Oui, effectivement, le but, tu as raison, c'est de réussir ce que fait, de réussir une fête du monde agricole, d'apporter notre soutien aux agriculteurs, aux éleveurs. Le comice, je les ai eus au téléphone, donc on doit se revoir. Bon, ils ne s'engagent pas, mais certains vont venir aider. En tout cas, l'association des bénévoles viendra aider. Après, la question qu'on se posait, c'est est-ce qu'ils continueront? C'est ça, le comice. Est-ce qu'il y aura des comices agricoles plus tard? Bon, apparemment, oui. Mais aujourd'hui, avec tous les éléments qu'on a depuis le début de la mandature, on dit plus jamais c'est sûr, on dit peut-être. Voilà. Donc voilà où on sait où on est. En tout cas, j'espère que le concours d'élevage va se passer le 28 août, c'est ça? 26, 27 et 28. Et que ça sera une belle fête et que ça soit une belle réussite. Donc, voilà. Et je suis invité par les agriculteurs de l'Isère. Le 11, je crois, ils font leur réunion à Saint-Jean. Ils m'ont invité, c'est un vendredi matin, aux IF. Donc je leur ai prêté les IF, donc ils viennent là. Voilà. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Donc écoutez, on a bien échangé ce soir, donc on va clôturer la séance. Je vous remercie. La séance du budget, Nathalie, le 24 mars, normalement. En principe, le 24 mars. Voilà, on vous tient au courant. Eh bien écoutez, je vous remercie, et puis je vous remercie pour votre soutien aux Ukrainiens.